Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On vous retrouve cette semaine avec une petite forme, mais... Ouais, très petite. Mais bon, on espère que ça ira mieux de mieux en mieux. Déjà, on tient Parce que déjà, la semaine dernière, on disait qu'on était super fatigués. Et là, on dit qu'on a une petite forme, tu sais, c'est... Non, mais je les pense mecs qui sont bientôt morts. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'on en parlera... Je pense qu'on en parlera dans un épisode, mais pas tout de suite, pas maintenant. C'est vrai que là, on avait une petite forme les dernières semaines et forcément, ça finit par se payer un petit peu sur notre santé, notamment la mienne. Moi, j'ai passé une semaine un peu en dehors des opérations, on va dire. Donc c'est vrai que là on est quand même content de pouvoir faire cet épisode le dimanche soir pour pouvoir léguer le lundi parce que ça va mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce moment on les enchaîne quand même. C'est vrai. Après tout le monde sait très bien, enfin en tout cas ceux de notre entourage, qu'on fait beaucoup de choses en ce moment et on s'en plaint pas, on l'a choisi, mais c'est vrai que on pensait pas qu'au bout d'un moment ça bouffait tout. Tout. Votre vie personnelle, votre santé, votre forme. Votre thune, enfin bon, bref, il n'y a plus rien tout part, mais après vous savez que dans quelques mois ça va se calmer un peu, mais le temps est long, le temps est extrêmement long dans ces moments-là. Bon bref, on finit de se lamenter sur cette semaine compliquée, peut-être un petit peu d'actualité sur ce qui nous est arrivé cette semaine. Ouais, j'ai une boum anecdote, du coup, vous savez, on en parle souvent, un projet en cours qui est le plus gros jusqu'à maintenant, où il y a beaucoup de travaux. Et en fait, on attend de signer chez le notaire, donc l'apport est prêt, le prêt est prêt. Le prêt qu'on a eu en un mois, quand même. Ouais, c'est-à-dire le prêt le plus vite qu'on a eu de l'histoire, c'est-à-dire qu'on l'a demandé, je sais plus, on l'a demandé début octobre, on l'a eu fin octobre. Ouais. Depuis fin octobre, on attend le permis de construire. Qui a été déposé, je dis pas de conneries. Le 17 novembre. Non, ça c'est quand il a été redéposé, mais il avait été déposé une première fois en... 29 septembre alors. Ouais, septembre, c'était septembre. Puis il était revenu parce qu'il voulait acheter un local vélo. Merci les mairies écolo. Ouais. Et du coup, on a reperdu 3 mois parce qu'il a fallu modifier pour ajouter le local vélo. Et du coup, on n'avait toujours pas la réponse. En fait, c'est bizarre parce que quand on appelle la personne on appelle ça un maître d'œuvre, je pense, qui coordonne un petit peu tout le monde, l'architecte, les artisans, etc. Il me disait qu'effectivement, il n'avait pas de nouvelles. Je me suis dit, c'est chelou quand même. Avec mon expérience de mairie, d'urbanisme. C'est vrai que c'est toi qui as toujours en charge ces spécimens fort peu coopérants. Je me dis c'est bizarre parce que le délai est de 2 mois. Alors 17 novembre, ça menait au 17 janvier. Je me dis c'est quand même chelou parce que... Alors, il y a toujours un mois où Ils peuvent se donner un mois de plus. Voilà, là, pour l'architecte des bâtiments de France et tout ça. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de raison, sachant qu'on avait... Enfin, voilà, c'est l'architecte qui remplit tout. Donc, normalement, c'est quand même carré. Contrairement à beaucoup de projets qu'on a fait qui sont dans des centres historiques anciens, proches de monuments, etc. Là, vraiment, on est dans une rue où il y a des villas avec piscine. Enfin, vraiment... assez loin du pas de bâtiment monument le plus proche, quoi. Et sachant qu'on construit pas un immeuble de 10 étages dans tous les cas, en fait notre projet ne peut en aucun cas dénaturer quoi qu'il arrive l'architecture de la ville, donc c'est pour ça qu'on ne comprenait pas trop pourquoi ça prenait du temps. Donc j'appelle une première fois la mairie c'est Bergerac, de toute façon on a déjà dit le bled. J'appelle une première fois, on me dit que on n'a jamais déposé de suite aux observations qu'ils avaient faites. Donc je suis là, non, c'est pas vrai, on a bien déposé un truc, parce qu'en fait j'ai l'accusé réception du deuxième dépôt, donc je dis non. Donc il me dit c'est que c'est pas chez nous, c'est que c'est dans l'agglo, alors je sais plus comment ils appellent ça. Communauté de communes. Voilà, communauté de communes. Et le monsieur me dit appelez vers là-bas plutôt. Déjà, je tombe sur une Corinne qui n'arrivait pas à mettre ses écouteurs et du coup, je l'entendais très mal. Donc, si vous connaissez un petit peu le permis de construire, il y a genre 12 chiffres à dire, c'était vraiment très long.
Le 1 comme 1, le 2 comme 2. Je te jure. Et elle me dit, du coup, au début, elle trouve pas mon dossier, elle finit par nous retrouver, et elle me dit, ah bah effectivement, une de mes collègues a pris le dossier, alors elle m'a expliqué qu'en fait, les dossiers tombent, ils se les répartissent dans le service, où ils sont 3, tu vois. Elle m'a dit, effectivement, ma collègue l'a ouvert, mais elle ne l'a pas traité. Et j'étais, j'ai dit, parce que vous savez qu'on arrive quand même au bout du délai. Elle me dit, oui, mais bon, on peut toujours se garder un mois. Ouais, j'étais là, moi j'ai un prêt quand même, donc j'aimerais qu'on se garde pas ce mois-là, sachant que si elle l'a pas traité, c'est quand même de votre faute. Enfin, je le dis pas comme ça, bien évidemment, faut rester courtois, mais moi je dis, ça serait bien quand même qu'elle le traite. Alors elle m'a dit, effectivement, je sais pas ce qui s'est passé, parce que du coup, il apparaît plus dans les dossiers qui étaient à traiter, mais vous n'avez toujours pas eu votre autorisation, donc effectivement, il y a un problème. Sachant qu'en plus, du coup, c'est l'opposition au tiers, je pense qu'on va raccourcir. Recours au tiers. Le recours au tiers, voilà. Qu'on va raccourcir pour qu'on puisse débloquer le prêt. Et donc elle me dit, bon, évidemment, la personne qui était en charge de notre dossier était en congé. Et elle revenait ce lundi, et là, mercredi, on a eu l'autorisation. On a eu l'autorisation, enfin. Donc ça, n'hésitez pas à relancer les mairies, parce que vraiment, ils dorment de vous. Hein. C'est terrible. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est terrible, c'est que vous voyez, avec l'administration, soit vous avez vos entrées, donc bon, tant mieux, il faut en profiter, et jouer à fond ces cartes-là, soit il n'y a pas le choix, c'est harceler. C'est dommage, parce que moi, j'imagine bien, enfin, tout le monde des boss, on déteste être harcelé au boulot, mais à un moment donné, si vous voulez que ça bouge, je veux dire, l'immobilier, déjà, c'est long, et vous imaginez quand même que ce bien, on l'a visité. Non, je veux dire, on a une offre acceptée fin juin 2023. Ouais. On est au début février. On n'a toujours pas attaqué les travaux. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, l'administratif traîne. C'était la même chose. On a eu un notaire qui a fallu relancer je sais pas combien de fois pour qu'on ait notaire du vendeur, pour qu'on ait le rendez-vous. Là, maintenant, c'était la mairie, le PC. On a mis 5 mois à avoir le PC. Enfin bon, bref. Il y a toujours quelque chose où, au bout d'un moment, si vous ne roulez pas dans les brancards et que vous les secouez pas un petit peu, ça avance pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant. Ça joue un petit peu sur notre patience. C'est ça. Donc voilà, c'était ma bonne anecdote. Donc on est content, ça va enfin pouvoir avancer. Donc là, les prochaines étapes, c'est signature chez le notaire, début des travaux, et après que les travaux se passent bien et que ça avance vite surtout. Ouais. On aimerait bien que ce soit fini avant l'été, quoi. Donc voilà, c'était déjà pas mal, je pense, sur la bonne anecdote. Et puis après, voilà, notre chantier, le chantier qu'on avait en cours se termine. Là, on est en train de faire les visites pour mettre en location le dernier appartement. Oui. Donc ça tant mieux parce que franchement on a vraiment marre. Après c'est vrai que ça c'est toujours ce qu'on voit, on l'avait dit, je sais plus qu'on avait parlé dans un épisode des visites. Février c'est pas exceptionnel pour. On n'est pas dans la saison. Genre c'est un immeuble où on a loué les 3 appartements et c'est vraiment marrant parce qu'on a vu toute la saisonnalité, c'est-à-dire que le premier j'ai mis l'annonce au tout début en novembre et en novembre j'avais pas mal de demandes. Le problème c'est qu'en novembre il n'était pas prêt parce qu'il restait encore quelques petits travaux à faire. On arrive en décembre. Aucune demande, alors bon, j'ai quand même trouvé quelqu'un fin décembre, mais bon, on a perdu un bon mois à ce moment-là. Début janvier, il y a un deuxième appart qui est prêt, et là, janvier, vraiment, vous mettiez l'annonce, le téléphone, il sonnait 10 fois dans la journée. Et le dernier appart qui est prêt depuis une semaine, là, donc on va dire fin janvier, début février, à nouveau, c'est beaucoup plus calme. Donc on arrive au bout et on espère le louer rapidement. Je renchaîne juste, c'est pas spécialement une boum anecdote, mais c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois cette semaine. Du coup, je te la pose en petite intro. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale d'abord ou faire un premier investissement locatif ? C'est vrai, parce qu'en plus, on avait parlé dans pas mal d'épisodes, n'hésitez pas à nous poser des questions sur nos canaux, notamment sur Instagram, c'est là où on est le plus réactif, ça nous permet un petit peu de centraliser. Donc quand on nous pose des questions, on en profite pour y répondre, enfin on vous répond directement sur Instagram et en même temps on fait partager aux autres lors du prochain épisode du podcast qu'on enregistre. Donc effectivement, cette question, en fait, elle revient tout le temps. Alors vous avez plein de création de contenu dessus, où on a parlé plein de fois de savoir est-ce qu'il fallait ou pas acheter sa RP, vous avez beaucoup de contenu dessus, et en fait c'est une question qui revient tout le temps parce qu'en fait elle n'a pas de réponse, et c'est souvent le cas quand vous avez comme ça une question qui revient souvent sur le tapis, c'est que en réalité la réponse n'est pas simple, et là en fait ça dépend. Ça va dépendre de votre cas, ça va dépendre de quelle résidence principale vous voulez acheter. Ce qu'il va falloir retenir, c'est une stratégie, c'est-à-dire que pourquoi on dit qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale ? On dit qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale parce qu'en fait, vous ne voulez pas vous endetter pour de l'immobilier qui ne va pas vous rapporter si vous voulez vous créer un parc immobilier ensuite, locatif bien sûr. Donc évidemment,
Si maintenant vous achetez une résidence principale, vous mettez directement à 35% de taux d'endettement, donc vous achetez une résidence principale chère par rapport à vos revenus, avec des grosses mensualités par rapport à votre salaire, ça va vous bloquer, vous freiner pour la suite, vous allez avoir des difficultés à avoir les fameux accords de banque pour faire vos premiers investissements immobiliers. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas commencer par acheter sa résidence principale, il faut d'abord acheter sa résidence locative. Et on vous avait donné la petite astuce de faites passer votre premier dossier d'un appart ou d'une maison comme un projet pour une résidence principale. Et une fois que vous avez le oui de la banque, vous le transformez en résidence locative et ça, c'est pas un problème. Donc, effectivement, de base, on donne plutôt ce conseil-là. Maintenant, il y a des cas de figure où ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez un coup de fusil, vous avez une super opportunité que vous voulez faire en achat-revente parce que le bien est pas cher, vous savez que si vous l'achetez, vous pouvez le revendre dans 1 an ou 2 ans avec une grosse plus-value, vous pouvez commencer par ça. Alors oui, ça ira pas dans le sens de se construire rapidement un patrimoine avec des résidences locatives, mais par contre, vous allez dégager du cash rapidement avec votre opération de résidence principale. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant. L'autre cas où ça peut l'être aussi, c'est par exemple dans le cas où, je sais pas, aujourd'hui, vous louez 900 € un appart. Ce loyer, quand vous allez aller voir la banque pour un investissement locatif, la banque, elle va grosso modo le considérer dans votre taux d'endettement, même si c'est pas un prêt, elle va considérer que c'est 900 € qui sortent de votre poche tous les mois pour payer votre loyer. Si maintenant la résidence principale que vous achetez, le prêt, vous passez de 900 € de loyer à 600 € de mensualité, par exemple, en fait c'est positif parce qu'en fait vous, du point de vue de la banque, vous vous désendettez indirectement, c'est-à-dire que vous diminuez ce qui sort de votre poche tous les mois qui va dans votre logement. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant. Retenez grosso modo que si c'est pour acheter une petite résidence principale qui vous coûte pas très cher, qui sera très certainement pas la résidence de vos rêves, à ce moment-là, n'hésitez pas, ça peut être étudié. En revanche, si maintenant vous voulez acheter la maison de vos rêves, non, il ne faut absolument pas commencer par ça quand on veut faire un investissement immobilier. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je pense que l'idée d'avoir la résidence principale de ses rêves, ça fait aussi partie des petites carottes qu'on a besoin pour se créer des objectifs et avancer, mais ça, on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode. Sinon, on a une dernière actualité cette semaine, dont tu n'as pas parlé tout à l'heure. On a été invité d'un podcast, donc je pense que oui, c'est vrai. En fait, c'est parce qu'on comme on l'a enregistré le week-end dernier et qu'on n'avait pas parlé dans l'épisode d'avant, pour nous c'était plus dans la semaine. Il s'est passé un mois et demi entre temps. C'est ça. Non, c'est vrai que la semaine a été chargée. Donc effectivement, on le remercie. On a Bye Bye Patron qui nous a invités dans son podcast et on a fait également un épisode de podcast privé avec lui. Vous aurez, je pense, l'épisode sur ces plateformes d'ici un mois, je crois, ou un mois et demi à peu près. Enfin, dans tous les cas, on le partagera sur nos réseaux et lui, il aura également l'occasion d'être invité d'une autre d'ici peu. Je pense que ça sera dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on tenait à le remercier et nous, c'était chouette parce que c'est la première fois qu'on était invité dans un autre podcast. On a parlé, dans la partie privée, on a parlé un peu plus fiscalité. On a avancé pas mal sur la fiscalité immobilière. On a même parlé de TVA. Donc c'était assez intéressant. On a évoqué tout ce qui était les charges déductibles, tout ce qu'on peut passer dans les sociétés quand on fait de l'investissement immobilier, etc. Et après, dans le deuxième, qui est public, du coup... On a plutôt un peu fait notre parcours. Ça ressemble un petit peu à l'épisode 30 qu'on a fait il y a tout juste 2 semaines. Ouais. Tu fais bien de le rappeler, du coup. Et oui, t'as vu que t'avais oublié. L'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler des objectifs. Ouais. Parce que on essaye de toujours équilibrer un petit peu ce podcast entre les épisodes qui sont plutôt techniques, ceux où on va peut-être un peu plus parler chiffres, ou ceux où on va parler fiscalité, droit, où on va vous donner des stratégies. Je pense que c'est important toujours de construire un peu sa manière de penser et sa manière d'organiser un petit peu comment vous allez avancer dans vos objectifs. Et justement aujourd'hui on va parler d'objectifs parce que c'est important d'en avoir. Et on voit trop souvent autour de nous des gens qui sont un petit peu perdus là-dessus, qui en fait qui n'ont pas d'objectif et qui du coup ne peuvent rien commencer. Alors qu'ils peuvent avoir des envies. Le problème c'est que si on n'a pas d'objectif derrière, naturellement on peut pas commencer. Et ça peut vraiment être un frein. C'est que ça les tient pas assez en fait pour entamer des démarches, etc. Et je sais que toi tu as eu la maturité, je dirais, de te poser les objectifs plutôt assez jeunes de la vie que tu voulais. Et vraiment c'est pas inné, c'est pour ça qu'on fait un épisode là-dessus. Oui, ça se travaille. Ça se travaille énormément. Est-ce qu'on appelle ça du développement personnel? Je sais pas. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie parce que en fait on est très clairement dans comment est-ce qu'on va tout simplement aborder les étapes qui vont nous amener au projet qu'on a envie de mener. Donc on est dedans. Après on n'est pas uniquement dans des phrases bateau, de la motivation. Non, on est dans en fait comment faire un plan. Et je pense que le plan des objectifs,
il doit même arriver avant le plan de comment vous allez acheter votre premier bien immobilier, comment vous allez faire votre premier investissement boursier. En fait, ce plan-là, il doit même arriver avant parce que c'est lui qui va vous tenir et c'est lui qui va vous permettre d'avancer dans le sens que des objectifs, c'est pas qu'une envie, c'est pas qu'un intérêt qui peut s'effriter un petit peu dans le temps. C'est vraiment ce qui vous tient dans la durée et surtout ce qui, à un moment donné, vient vous récompenser. Pourquoi ? Parce qu'on se sent récompensé que quand on atteint un objectif, qu'on dit bon ben voilà, cet objectif-là que je m'étais fixé il y a 2 ans, mais j'ai fini par l'atteindre. Par exemple, tout le monde, je pense, a mené à un moment donné des études. Alors même si on peut les vivre plus ou moins de manière dirigée, on va dire, c'est quand même un objectif, je pense, d'avoir son diplôme. Et quand on a son diplôme, en fait, on est content de l'avoir eu. Et je pense que du coup, cet épisode, il peut aider toutes les personnes qui se sentent un peu déprimées, ou du moins qui se disent oui, pourquoi pas l'investissement, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais en fait qui passent jamais à l'action et qui du coup aussi ont des actions qui vont à l'inverse de ça. Je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens. Oui, et je pense que ce qu'il faut commencer à amorcer avant de mettre ces objectifs, c'est de bien fixer son pourquoi. Alors le pourquoi, on le voit souvent. Alors bon, en psychologie, il y a pas mal de livres, puis même il y a parfois même des thérapeutes qui peuvent utiliser un petit peu le pourquoi. Le pourquoi, c'est un peu ce qui vous fait vous, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous fait vous lever le matin. Ce qui vous donne du sens. Exactement, et c'est super important de se le fixer. Et en fait, l'investissement, c'est pas uniquement un objectif de gagner plus d'argent, non, c'est je réponds à un pourquoi. Et ce pourquoi, ça peut être des besoins, ça peut être des envies, ça peut être des projets. Je dirais même que avant le pourquoi, tu sais, il faut un peu se connaître aussi. Il y a des gens, ils savent pas ce qu'ils aimeraient faire de leur vie, tu sais, ils savent pas ce qu'ils aiment. Mais ça fait pas. Mais en soi, ça veut dire que t'as pas trouvé ton pourquoi, justement. Oui, mais du coup, voilà, ça demande quand même de faire une petite introspection, pardon, et se poser des vraies questions. Tu l'aborderais comment, toi, du coup, de trouver son pourquoi ? Pour moi, pour trouver son pourquoi, il faut vraiment commencer un petit peu à creuser sur ce que vous voulez faire dans la vie. En fait, de qui vous êtes, comment vous voyez là où vous voulez arriver et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. Et c'est un petit peu tout ça qu'on mélange dans le pourquoi. Et c'est un peu qu'est-ce qui va vous rappeler à chaque fois que ça va être dur, à chaque fois que vous allez avoir un problème, à chaque fois que vous allez avoir une difficulté, ce qui va vous permettre de vous rappeler pourquoi vous le faites, en fait, tout simplement. Donc c'est bien pour ça qu'on appelle le pourquoi. Et je pense que, en tout cas dans notre domaine, qui est un petit peu plus forcément l'aspect financier, l'aspect immobilier, l'aspect de l'investissement, de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a plusieurs types de pourquoi. Il y a le pourquoi, c'est un petit peu le cliché, mais c'est vrai qu'il existe, mais finalement, je le trouve plutôt rare. Enfin, j'ai très peu rencontré de personnes, en tout cas pour l'instant, qui l'avaient. C'est celui de vraiment vouloir beaucoup d'argent, vouloir faire des millions et des millions d'euros, etc. Ce pourquoi-là, il est assez rare. Enfin, en tout cas, c'est pas une fin en soi, donc. Exactement. En fait, ça peut l'être pour quelques personnes, mais c'est pas du tout la majorité des gens. Et je pense que vous-même, quand vous écoutez le podcast, vous vous dites pas non, je veux devenir milliardaire. Par exemple, on avait eu Timothée Moirou comme invité et c'est quelqu'un qui a fait énormément d'immobilier. D'ailleurs, pour son âge, il est plus jeune que nous et il a le double. Mais en fait, c'est pas le fait d'être riche qui le motive. En fait, c'est ça qui est dingue. Tout à fait. Mais c'est que chacun a ce qu'on appelle un petit peu la motivation, mais qui est en réalité vraiment son pourquoi. Ça va être la plupart du temps. Par exemple, dans notre cas, c'est un peu que on est dans un job et dans une vie, dans un système qui nous plaît pas trop. On a vachement envie de s'émanciper ça, en tout cas le maximum qu'on peut. Donc déjà, ça va commencer par quitter notre job. Donc voilà, ça par exemple, nous, c'est notre pourquoi. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de ce podcast que ça peut être un de leurs mantras principaux, voire peut-être ce qui va les tirer le plus loin, c'est de quitter leur job parce qu'aujourd'hui, ils l'aiment pas. Et c'est pas forcément quitter son job pour rien faire. Ça peut être quitter son job pour faire un autre job, mais on est quand même dans une société où c'est pas aussi simple que dire je quitte mon job du jour au lendemain, je vais faire autre chose, je monte une boîte, machin. Non, il faut quand même des prérequis. C'est pour ça que mettre de l'argent de côté, investir, ça peut être des piliers qui permettent de construire en tout cas ce projet-là et de se mettre des sécurités qui vont permettre d'avancer. On a un couple d'amis pour lequel on a aidé du coup, les a conseillés sur leur premier investissement immobilier. Et par exemple, je sais du coup que notre amie, elle, son pourquoi, c'est que elle veut être maman. Elle veut être maman et elle veut être pleinement maman, c'est-à-dire ne se consacrer qu'à ça et d'avoir les moyens de le faire. Et en fait, elle se défonce. Elle aide son compagnon dans la démarche. Là, ils ont signé l'immeuble, ils sont en train de faire les travaux, elle fait les devis, elle se bouge, mais parce que ça la tient tellement que c'est pour ça qu'elle le fait.
Oui, c'est un exemple, hein, je donne des exemples non, mais comme ça. T'as entièrement raison. Et pourquoi? C'est que dans leur cas, en fait, quand on regarde un petit peu la société aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une famille avec enfants, avec qu'un seul salaire. C'est compliqué de vivre de manière à l'aise d'un point de vue, enfin avec une certaine aisance financière, c'est compliqué parce que bon, les salaires sont ce qu'ils sont, les coûts de la vie sont ce qu'ils sont également, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans la plupart des familles, la femme est obligée de travailler. Eux, ils ont envie de faire un autre choix qui est celui-là, et investir dans l'immobilier, commencer à se créer un patrimoine, se créer d'autres revenus qu'uniquement leur source leur travail aujourd'hui. Ça fait partie justement de ce qui peut leur permettre d'atteindre ce pourquoi. Tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui se connaît pas trop, c'est-à-dire quelqu'un qui sait pas ce qui pourrait le botter, qui sait pas quelle passion l'anime, qui a pas par exemple pas spécialement de passion, tu vois. Il y en a qui ont des passions depuis tout petit, il y en a qui se sont jamais trop intéressés à d'autres activités, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui se connaissent pas vraiment en fait, qui savent pas le type de personnes qu'ils sont et les ambitions qu'ils peuvent avoir? Alors moi, j'irai à 2 niveaux. J'irai d'abord, le premier niveau, c'est de faire en fait un état des lieux de leur vie aujourd'hui, de qu'est-ce qu'ils aiment pas. Et de voir si, parce que par exemple pour quelqu'un qui sait pas exactement s'il est heureux, qui est un peu plus entre deux chaises, qui se dit bon, ma vie elle est pas incroyable, mais en même temps elle est pas nulle non plus, ça peut être mieux, c'est un peu le cas de tout le monde, parce qu'en réalité vous rencontrez rarement des gens qui vous disent ah non, moi je suis le mec le plus heureux du monde, et à l'inverse vous n'avez pas non plus que des mecs qui sont déprimés avec qui vous disent que leur vie est nulle. Je pense que c'est un peu comme partout, il y a toujours un peu une médiane au milieu où la majorité des gens sont, et après vous avez les écarts types qui sont vachement plus rares, quoi. Donc effectivement, déjà de faire un point sur sa vie, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et de voir si ce qu'on aime est plus important que ce qu'on n'aime pas. Est-ce que ce qu'on n'aime pas permet de faire ce qu'on aime? Ça permet déjà de faire un par exemple comme nous, garder notre CDI pour faire ce qu'on aime, pour l'instant. Par exemple, tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Mais un truc tout bête, mais c'est par exemple, je sais pas moi, peut-être que ce que vous aimez dans la vie, c'est avoir beaucoup d'interactions avec les autres. Vous avez un métier que vous n'aimez pas forcément, mais vous avez beaucoup d'interactions avec vos collègues, avec des clients, ça se passe bien, etc. Et là, vous vous dites bon, mais même si mon métier, c'est peut-être pas le plus épanouissant du monde, il me permet de faire quelque chose que j'aime de l'autre côté. Donc en fait, j'ai un petit peu ce contrepoids qui me permet de trouver un équilibre. Et après, il faut essayer de voir entre les deux lequel est le plus important. Par exemple, je me rappelle Corentin aussi, qu'on avait reçu dans le podcast, qui est champion du monde en powerlifting. Il disait qu'il n'aimait pas s'entraîner. Mais il adorait être champion du monde. Ouais, c'est ça. Mais voilà, lui, typiquement, c'est vrai, c'est un très bon exemple que tu cites, de trouver que effectivement, peut-être que l'entraînement, c'est pas ce qui l'éclate et il pourrait s'en passer. Mais par contre, s'il veut faire ce qu'il aime, c'est-à-dire être champion et avoir une belle carrière, il est obligé une belle carrière sportive, il est obligé de passer par l'entraînement, quoi. Donc c'est un très bon exemple. Et l'autre strate que vous pouvez explorer, c'est de vous projeter à 10 ans. Moi, je sais que j'avais fait beaucoup cet exercice quand j'avais 19 ou 20 ans. C'était très, très dur parce qu'à 19 ou 20 ans, vous êtes jeune, vous manquez de maturité, vous connaissez pas grand-chose encore à la vie parce que vous venez tout juste, je pense que la vie, elle commence en vrai quand t'as 18 ans, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses que vous connaissez pas. C'est difficile de se dire quel sera le monde dans 10 ans, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, même si moi par exemple quand j'avais 20 ans en 2017, on était quand même dans un monde un peu plus certain qu'aujourd'hui, je trouve. Mais bon, quand même, on peut quand même se dire qu'en 2034 le monde n'aura pas disparu. Et en fait, c'était d'essayer de me projeter, de savoir ce que je voulais à ce moment-là, qu'est-ce que je voulais avoir atteint, et un petit peu de regarder quel chemin je devais suivre et essayer d'avancer là-dessus. Je sais pas si tu me suis un petit peu, c'est-à-dire de vraiment essayer de se projeter à 10 ans en se disant bon, OK, qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Qu'est-ce qui dans 10 ans me permet j'ai l'impression que OK, j'aurais accompli des choses, OK, j'aurais atteint des objectifs qui sont peut-être pas des objectifs immédiats aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, je sais pas non plus commencer à partir dans tous les sens non plus du jour au lendemain, mais je veux dire quand j'aurai 30 ans, je veux avoir ça par exemple, et forcément en face, je vais devoir mettre ça et je vais devoir exclure ça de ma vie. Par exemple, typiquement, je me suis dit que tu ferais pas avocat, tu feras banquier plutôt. Exactement, par exemple, ou que si effectivement à 30 ans, je veux être indépendant financier, je pouvais quand j'avais 20 ans, que j'étais encore dans les études, que toute la journée on nous rabâche, qu'on va faire des grosses carrières, ça gonfle un peu votre ego. Vous dites ça peut être pas mal
mal quand même, une grosse carrière. Imagine quand tu as 45 ans, tu peux être PDG d'une boîte, tu peux être cadre de direction dans un groupe international, tu peux avoir des postes, tu vois. Et ça peut un petit peu gonfler ton ego, etc. Mais d'un autre côté, tu te dis non, moi à 30 ans, ce que je veux, c'est être indépendant financièrement. Il faut que je mette de côté cet ego qui est pas intéressant de se dire une grosse carrière, c'est important. Et ça peut aussi être un choix. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une carrière. C'est pas mal ou c'est pas bien. Il faut juste savoir si c'est vraiment ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. C'est vraiment ça qui est super important. Ok. Et du coup, tu dirais un objectif à 10 ans d'abord ou à 5 ans? Non, ça de se voir à 10 ans, je le disais plutôt pour... Oui, pour se connaître. Voilà, pour essayer de trouver son pourquoi. Après, maintenant, quand on revient sur l'objectif, en fait, vous avez un objectif, c'est quelque chose qui est que vous devez estimer et que vous devez pas non plus exagérer. C'est-à-dire, vous pouvez jamais vous dire dans 3 ans j'aurai 100 millions d'euros. J'allais te le dire, moi j'étais un peu comme ça, c'est que souvent je me fixais des objectifs inatteignables et forcément j'étais super déçue. Enfin, pas spécialement dans la vie, mais d'une manière générale, tu vois, je sais pas. Avoir 17 en maths, j'ai eu 6 toute ma vie, voilà. J'étais déçue forcément, mais d'un côté c'était pas pertinent de se fixer des objectifs qui n'étaient pas faisables. Oui, après là encore il peut y avoir 2 biais, mais ça va dépendre un petit peu des tempéraments. C'est que d'un côté se fixer des trop gros objectifs et pas les atteindre, c'est un petit peu viser la lune, on atterrira dans les étoiles, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu atterris dans les étoiles, il faut être capable de s'en rendre compte et d'apprécier ça. Si pour le coup, tu es quelqu'un de très rigoriste et qui se dit si j'atteins pas mon objectif, c'est nul. Alors il faut pas se fixer des objectifs démentiels, il faut rester vraiment sur des objectifs atteignables parce que sinon ça va venir faire plutôt le cercle vicieux de vous atteignez jamais vos objectifs et vous vous lassez, vous perdez confiance en vous quoi. Donc ça c'est en fonction des personnalités. Je pense qu'il y en a qui aiment se fixer des gros. Moi je sais que j'aime bien me fixer des très gros objectifs et que si j'arrive un petit peu à côté ou un petit peu en dessous, si la date est pas bonne, ça me va en fait. Okay. J'ai pas forcément besoin. Par exemple, les objectifs chiffrés, c'est pas forcément ce qui me tire le plus, tu vois. Par exemple, j'aime bien me lancer des chiffres. Des trucs un peu dingues parce que ça me permet de me tirer, mais finalement quand j'y arrive, tu vois là par exemple. Je vais avoir 27 ans cette année, donc ça fera quasiment 7 ans que j'ai commencé à investir, je me suis lancé là-dedans. Je serais incapable de te dire le chiffre que je m'étais fixé pour mes 27 ans, par exemple, tu vois. Donc, probablement que c'était un gros chiffre. Est-ce que je l'ai atteint? Oui, non. En tous les cas, je suis content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça veut pas dire que j'ai fini, mais ça veut dire que je suis content de ce que j'ai fait, tu vois. Mais par exemple, quelqu'un qui aurait fait vraiment, je veux tel chiffre à telle date et qu'il l'a pas, ça peut venir jouer un peu en sa défaveur de son point de vue, de son moral et de l'atteinte de ses buts en tout cas. Quel conseil tu donnerais pour justement essayer d'apprécier ce qu'on fait et d'être content de soi, parce que je pense que voilà, se flageller tout le temps parce qu'on n'a pas atteint ça ou que c'était pas comme il fallait ou que la manière de faire a un peu changé entre temps, c'est pas toujours la meilleure des idées. Comment est-ce qu'on peut se récompenser tous les jours de se remercier de faire ce qu'on fait et de tenir son objectif? En fait, les gros objectifs que vous allez vous fixer à long terme, va falloir les diviser. C'est complètement comme ça fonctionne vachement comme. Alors je pense que tout le monde a déjà fait du sport, en tout cas peut-être pas de la musculation, mais bon, je pense quand même que c'est un sport qui est assez répandu, ou en tout cas vous l'avez dans beaucoup de sports. Vous avez des phases. Si même par exemple je prends les sports d'équipe, en général vous avez toujours le début de saison. Vous vous entraînez, vos entraîneurs vous font du cardio, du renforcement physique. Vous avez la saison où en général vos entraîneurs ils essaient de vous pousser de plus en plus jusqu'au paroxysme de la saison qui arrive en fin de saison où peut-être vous allez faire les phases finales, etc. Et là où finalement vous êtes la langue par terre, vous en pouvez plus et vous avez un petit peu l'apothéose de combien était classée l'équipe cette année par exemple. Ou si je le prends dans l'exemple de la musculation. Il y a l'objectif final, dans 1 an je vais avoir pris 5 kilos de muscle par exemple et vous allez le rediviser en petits cycles en mode d'abord il faut que je prenne un petit peu de force, ensuite il faut que je m'entraîne un peu plus pour augmenter mon stress lié à l'entraînement, sans rentrer dans trop des détails techniques là-dessus, mais voilà, il va falloir diviser ce que vous allez devoir faire. Il y a un exemple tout bête, c'est si vous dire je veux 20 biens immobiliers dans 5 ans. En fait, c'est très gros. Quand on part de rien, c'est super gros. Quand vous allez faire le premier, vous êtes là, waouh. En plus, je ne saurais même pas vous dire si, quand j'ai commencé, je m'étais dit un jour que j'en aurais 20, ou je sais même pas si je m'étais fixé cet objectif-là. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'en fait, vous pouvez pas partir en vous disant faut que j'en achète 20 en partant de zéro parce que ça va vous paraître insurmontable en fait. Alors que se dire bon, je vais en avoir 20 dans 5 ans, cette année, il faut que j'en achète un. Donc voilà, alors en gros, cette année, vous avez un peu un double objectif, vous former, en acheter un. L'année d'après, vous devez en acheter 2 ou 3, donc faire un petit peu plus. L'année encore après, vous devez en acheter 4 ou 5 encore après. Et l'année encore après, vous doublez, vous en achetez 10. Ben voilà, en 5 ans, vous en avez acheté 20. Donc en fait, c'est de augmenter de plus en plus le stress que vous allez faire. C'est exactement comme dans n'importe quel sport. Vous pouvez pas vous dire, bon, ben, du jour au lendemain, je vais être le champion du monde. Non, c'est peut-être que si vous arrivez à un gros niveau, vous allez devoir beaucoup travailler, vous allez devoir avoir plein d'échéances, plein d'objectifs paliers qui vont venir grossir et vous montrer que vous vous rapprochez de votre objectif long terme. Donc là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ouais bon je veux être comme ci ou comme ça dans 10 ans. Non mais tu peux dire par exemple, prends l'exemple, effectivement dans 5 ans je veux voir quitter mon taf par exemple. Voilà, C'est ce qui parle vraiment de nos podcasts. Voilà, c'est un objectif que beaucoup peuvent se donner. Dans 5 ans je veux voir quitter mon taf. Voilà, donc sur le papier je me dis bah voilà, je prévois à l'avance déjà les futures étapes. C'est ce que tu conseilles du coup. Oui, après il faut pas non plus, c'est pas, je veux dire c'est pas un livre que vous pouvez écrire et vous allez deviner à l'avance comment vont se passer les 5 prochaines années. Mais vous dites voilà, dans 5 ans je vais avoir quitté mon taf. Ok, bon mais déjà, quelles sont vos cartes, quel est le métier que vous faites, oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un du bâtiment, auquel cas bon vous savez que vous allez pouvoir faire une partie des travaux vous-même dans l'immobilier. Est-ce que vous avez peut-être un job en rapport avec l'immobilier? Est-ce que l'immobilier ça vous parle pas du tout, mais par contre vous êtes un geek et vous êtes bon en maths et que du coup si vous n'êtes pas encore intéressé à la crypto-monnaie, en fait dès que vous allez mettre le nez dedans, en fait en vous connaissez un petit peu en codage et en mathématiques, ça va vous paraître super simple et vous allez pouvoir peut-être créer des projets là-dedans ou en tout cas gagner de l'argent plus facilement que ceux qui n'auraient pas les compétences que vous avez. Donc déjà faites un bilan de compétences que vous avez, déterminez le pourquoi. On l'a déterminé, c'est quitter son job dans 5 ans, et le pourquoi qui peut être derrière, c'est s'occuper de sa famille, c'est faire d'autres passions, faire un tour du monde, vivre autrement tout simplement, peut-être quitter la ville aussi. Je pense à peut-être beaucoup de gens qui vivent en ville et qui en ont marre et qui aimeraient retourner à la campagne. Voilà, ça fait partie des pourquoi dans 5 ans. Et là, la première année, définir sur quoi vous êtes fort, définir sur quoi vous pourriez être fort aussi, parce qu'il ne faut pas sous-estimer combien de gens se sont lancés dans l'immobilier, la fiscalité, ils n'y connaissaient rien parce qu'ils n'avaient pas fait d'études là-dedans, ils n'avaient pas de diplôme. Julien se débrouille de mieux en mieux en électricité quand même. Ouais, voilà, tu vois, par exemple, voilà, si je dois donner un petit peu un exemple sur moi, je suis parti en fait avec les cartes, droit, banque, finance, l'immobilier ça me parlait bien. Par contre, je dirais pas que je suis parti avec deux mains gauches, mais je viens pas d'une famille bricoleur, j'ai personne, enfin je veux dire, j'ai pas vraiment de père, d'oncle ou de frère qui a pu me montrer un petit peu comment, ou même d'amis. Moi, aucun de mes amis, maintenant j'ai des amis dans le bâtiment, mais je veux dire, moi quand j'ai grandi, la plupart des gens avec qui j'ai grandi ont fait comme moi des études et c'est vrai que quand je parle avec eux, eux en tout cas, un tournevis aujourd'hui ça leur fait encore peur, alors que forcément moi j'ai appris sur le tas. Maintenant je fais changer une prise électrique. Quand on me dit oui, il y a plus d'électricité dans l'appart, je regarde le tableau, j'arrive peut-être à voir si c'est juste un fusible à la changer, et à ce moment-là je peux le faire moi-même. Enfin voilà, j'ai pu apprendre là-dessus, c'est des compétences que j'ai pu augmenter. Maintenant, typiquement, il y a des trucs que je sais que je ferai jamais et que c'est pas mon truc, typiquement la plomberie. Ouais. Ça vraiment, je sais que c'est pas quelque chose dans lequel je suis bon, et ça faut le savoir, et c'est fait partie des choses aussi où on sait toujours que la plomberie, quoi qu'il arrive, je la délèguerai. Et je sais que grosso modo, je suis pas assez bon et pas assez rapide pour faire non plus des travaux, par exemple retaper entièrement un appartement ou une maison. Aujourd'hui, j'ai pas les compétences. Si je le faisais, ça me prendrait trop de temps, même si je m'améliore sur plein de points. Pour l'instant, j'ai pas non plus un niveau aussi important que celui-là. Mais comme tu disais, effectivement, il faut savoir où est-ce que aujourd'hui on a des cartes et où est-ce qu'on pourrait un petit peu les augmenter. Et je pense que vraiment sur l'aspect un petit peu bricolage, tout le monde peut avancer. Je pense que les gens qui disent qu'ils ont deux mains gauches, ouais, c'est qu'ils sont jamais trop non plus intéressés, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même assez facilement, quoi. Ok, donc détailler le plan à l'avance. Détailler le plan, tout à fait, et surtout lancer la machine pour cette année, mais en ayant fait ses prérequis de préparer son pourquoi, fixer son objectif long terme, fixer son objectif de l'année, de justement se former et attaquer sa première opération. Parce que ça aussi, c'est super dur pour plein de gens. C'est-à-dire, généralement, ils arrivent à dire je veux ça dans 10 ans, je veux ça dans 5 ans, machin. Et au moment de passer à l'action, poup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lumière. Ils n'arrivent plus. Ils savent pas. Comment est-ce qu'on passe réellement à l'action, du coup,
des actions en face de son objectif, je veux dire. Je pense aussi qu'il y a de ne pas partir trop ambitieux. Moi, je le vois quand même pas mal autour de nous. Ça, c'est parfois un peu compliqué de passer à l'action parce que souvent, l'objectif long terme à 5 ans, enfin, je dis à 5 ans, mais c'est pour reprendre notre exemple qu'on a depuis tout à l'heure, il est trop proéminent dans l'objectif de la première année. C'est-à-dire que par exemple, je vois beaucoup d'investisseurs qui veulent tout de suite partir sur un gros projet, immeuble de rapport avec 4, 5, 6 lots. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup quand on n'est pas parti là-dedans et même c'est pas c'est pas nécessairement que ce soit dangereux parce que on le voit autour de nous, ça se passe bien pour les connaissances qu'on a qui le font et on est très content pour eux, mais les stress qu'ils peuvent avoir et finalement le risque qu'ils prennent à un moment donné où ils sont à deux doigts d'abandonner, ils sont à deux doigts de pas aller plus loin et en fait ça se joue à rien, que le passage à l'action se transforme en peur et finalement et tout l'inverse, en fait qu'ils aient un schéma entièrement contraire à ce qu'ils auraient pu avoir, c'est-à-dire de enfin lancer la machine. Il vient que le premier objectif qui aurait plutôt dû être facile, c'est-à-dire acheter un appartement, ce qui est quand même facile parce qu'aujourd'hui des millions de gens le font en France chaque année, que ce soit, enfin pas forcément pour du locatif, mais je veux dire c'est accessible d'acheter un appartement. Ce qu'il est déjà moins, c'est d'en acheter plusieurs d'un coup, et commencer à en acheter plusieurs d'un coup quand on l'a jamais fait, ça peut être un frein naturel parce que c'est difficile et qu'il faut pas non plus se mettre dans la difficulté tout de suite. Donc moi je pense que c'est une des raisons qui fait que beaucoup parfois ne passent pas à l'action, c'est qu'ils regardent tout de suite trop gros et que quand tu regardes trop gros, au moment où tu vas devoir aller signer chez le notaire, un petit peu mettre les baloches sur la table, ça va te paraître insurmontable, et à ce moment-là, il peut y avoir cette perte de sens et cette perte d'énergie qui permet d'aller accomplir l'objectif. Donc, je conseille vraiment que, même si vous avez beaucoup d'ambition, c'est génial. Vraiment, l'ambition, ça peut en mener très loin. Des gros objectifs à long terme. Prenez toujours, surtout quand vous commencez, des premiers objectifs qui soient petits. Et même par exemple pour la crypto, on parle beaucoup d'immobilier, mais où on peut parler bourse aussi, mais bon là on va reprendre l'exemple de la crypto. Trop ça, c'est pour ça. C'est vrai que Marie c'est pas son truc. Et typiquement la crypto, si maintenant vous venez de rentrer sur le marché de la crypto, vous dites pas que vous allez devenir millionnaire dans 2 ans ou que le bull run ou peu importe combien vous mettez dedans va vous rendre millionnaire. Non, il faut rentrer petit. Le premier objectif que vous allez faire, c'est d'être en positif, de peut-être faire un x2 sur votre portefeuille, ça sera déjà génial. Et il faut pas non plus commencer à se dire je vends mamie et la maison de famille et je mets tout en crypto. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut d'abord commencer petit, commencer avec un portefeuille de quelques milliers d'euros. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est à la fois beaucoup, et même si vous avez un peu d'épargne, ça reste quand même toujours une somme de mettre quelques milliers d'euros. Ça vous rendra jamais millionnaire, mais ça vous permettra peut-être de doubler cette somme-là, donc d'avoir quand même gagné de l'argent, d'être quand même content, de commencer à avancer vers vos objectifs, et ça vous évitera de vous faire peur en ayant pris tous les risques et pris un petit peu tout ce que vous pouviez mettre dedans, et de vous dire qu'au dernier moment vous allez faire flop et ne pas y aller, quoi. Tu donnerais quoi aussi comme conseil pour garder un équilibre? Parce que des fois il y a des gens, ils prennent les trucs au pied de la lettre. Tant que j'ai pas fait cet objectif, je sors pas, j'allume pas la lumière. Je pense par exemple aux gens qui mettent de l'argent de côté ou ce genre de choses. Faut que tout ça reste vivable. Quel conseil tu donnerais pour que tout ça reste quand même dans une vie équilibrée? Parce que imaginons un objectif à 10 ans, vous allez passer 10 ans à essayer de l'atteindre, c'est quand même long. Et faut pas déprimer pendant ces 10 années, le temps que vous n'ayez pas atteint cet objectif, tu vois. Je pense qu'il faut quand même se satisfaire d'un petit peu les intermédiaires que vous allez avoir. Par exemple, un gros objectif à 10 ans quand on se lance là-dedans, c'est peut-être d'avoir une très belle maison, par exemple. C'est le nôtre, par exemple. C'est le nôtre. Alors bon, c'est pas forcément un objectif à 10 ans, mais je veux dire, c'est peut-être l'objectif le plus loin qu'on ait, en tout cas. Pour l'instant, ouais. À ce stade, pour tout un tas de raisons propres à nos vies, ouais. Ouais, voilà, propres à nos vies, qu'on pourra peut-être expliquer dans un autre épisode, mais qui nous ferait partir un peu trop discrété dans celui-ci. Mais voilà, effectivement, on sait que c'est un gros objectif, c'est un peu la carotte qui nous tire, où très souvent on y pense, on se projette un petit peu là-dedans. Et ce qui nous permet quand même de nous dire finalement on avance bien, c'est déjà de voir ce qu'on a aujourd'hui. On a déjà notre résidence principale quand même, qui est quand même très sympa, même si c'est pas du tout celle qu'on voudrait dans nos rêves. Elle est quand même très bien, on y est bien, et il faut savoir s'en satisfaire. Ça permet quand même de se dire je peux quand même souffler un petit peu, j'ai quand même fait une partie du chemin. C'est un peu
sais pas, vous courez un marathon, vous êtes à la moitié, bon, vous avez déjà fait la moitié. Alors, ça veut pas dire qu'il faut se relâcher et arrêter, mais en tout cas, vous pouvez vous dire, j'ai fait le plus dur derrière moi, grosso modo. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut tenir. Et dans l'investissement, dans la sphère financière, ça va être de se récompenser. Par exemple, à chaque fois que vous allez réussir une opération, gagner de l'argent sur un coup immobilier, financier, en crypto-monnaie, prenez une petite partie pour vous récompenser, faites un voyage, un bon resto, une activité, et dites-vous bien que c'est comme ça et dites-vous bien que vous l'avez financé avec l'argent que vous avez réussi à gagner en avançant vers vos objectifs. Par contre, il ne faut pas tout claquer, c'est pas ça qu'on a dit. Si maintenant vous faites une belle plus-value, vous retirez 50 000 €, commencez pas à faire les fous et à claquer ça dans tout, le chemin est encore long pour être tranquille, mais voilà, se récompenser avec une petite partie, 10-20%, c'est vachement bien. Il y a Thomas qui était passé aussi dans le podcast. Je parle de tous les invités. Oui, aujourd'hui, on refait une review de l'année 2023 en même temps. Non, mais je pense à lui parce que c'est quelqu'un qui prend pas beaucoup de plaisir, qui a monté une franchise et qui est très pris, qui travaille énormément. Et ben, lui nous avait dit que voilà, son petit plaisir, c'était partir 3 semaines à Miami par an. Et là, je sais qu'il avait réservé ses vacances pour dans 4 mois. Du coup, il doit être aux anges. En train d'y penser. En train d'y penser. Il a pas claqué toute sa thune, bien évidemment, dans le voyage à Miami, mais ça le rappelle. Ça le rappelle pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. C'est vrai que pour les entrepreneurs, en tout cas pour ceux qui gagnent pas mal d'argent, c'est souvent comme ça qu'ils fonctionnent. Ils savent qu'ils doivent travailler quasiment toute l'année, 7 jours sur 7, et puis ils prennent 3 semaines dans l'année pour se récompenser et partir en vacances. Ouais. C'est un conseil qui marche bien. Après, j'en profite quand même pour rebondir sur peut-être quelque chose qu'on n'a pas parlé par rapport aux objectifs, qui est un petit peu propre à chacun, mais qui est aussi une stratégie, et je pense que c'est pas non plus de vous dire d'être trop prudent, parce qu'il y en a qui aiment le risque. Vous pouvez prendre le risque, et je pense que le moment où on peut prendre le plus de risques, c'est quand on commence, parce qu'au final, on n'a pas grand-chose à perdre. Imagine, votre patrimoine, c'est 5 000 €. Si vous perdez 5 000 €, en fait, vous n'avez pas perdu la face. Je veux dire, 5 000 €, vous arriverez à les reconstituer. En revanche, sachez quand même, quand vous commencez, quel type de risque vous êtes prêt à prendre. C'est plutôt ça qui est important. Donc, et c'est de se connaître, de savoir si on a une aversion ou pas pour le risque. Exactement, effectivement. Et de toute façon, vous verrez que plus vous avancerez, plus naturellement vous devrez diminuer le risque que vous prenez. En fait, quand on parle de risque, on parle toujours de risque par rapport à votre patrimoine global. Par exemple, si vous avez 5 000 €, forcément vous devez les mettre dans une seule opération ou dans un seul investissement où vous êtes à 100% de risque, entre guillemets. Forcément, quand maintenant vous commencez à avancer, vous avez un patrimoine peut-être de 500 000 €, sur une opération, vous n'allez pas mettre vos 500 000 € de patrimoine, vous allez peut-être mettre que 10, 50, 100 000 maximum. Il faut toujours essayer plus vous avancerez, moins vous en prendrez. Et effectivement, quand on commence, on peut en prendre, mais prenez pas non plus tous les risques dès le départ, parce que c'est aussi le meilleur moyen de se cramer, de se dire que finalement, ce que vous vouliez faire n'est pas possible. Et en plus, on vit quand même dans une société où le regard des autres est très important, et si jamais vous avez eu le malheur de commencer à en parler autour de vous et qu'en plus vous vous plantez, vous inquiétez pas que tout le monde vous rappellera qu'en fait vous faisiez le mauvais choix et que vous deviez rentrer dans la matrice et retourner bosser. Je pense aussi, pour en profiter, on n'a pas parlé des réseaux sociaux. Vraiment, arrêtez les réseaux sociaux, les Reels, TikTok et compagnie. Ça mange le cerveau de notre génération, c'est abusé. Moi, vraiment, je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en fait, j'ai pas le temps dans mes journées je regarde très peu. En fait, les reels que je regarde, c'est ceux qu'on m'envoie, et encore des fois, je les regarde pas tous. Et en fait, je pense que, typiquement, quand on parle du pourquoi et de se fixer des objectifs, ça nuit totalement à nous, en tant qu'être humain, comment on peut voir notre vie, parce qu'en fait, toute la journée, on est abreuvé d'images complètement incroyables de paysages, de maisons, de vacances. Et le pire, c'est qu'en plus, sur tous ces reels, on ne sait même pas si c'est vrai, dans le sens que, je sais pas, j'ai encore vu, par exemple, tout à l'heure, on m'envoie une maison, 500 000 $ à Bogota, la maison est magnifique, etc. Enfin, à un moment donné, non, en plus, je dis Bogota, c'est une bêtise, elle était à Medellín, pardon. Je veux dire, ok, 500 000 $, une maison magnifique à Medellín. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on sait où est Medellín? Moi-même, pour 500 000 $, je ne vais pas vivre à Medellín, tu vois, même si c'est la maison, effectivement, elle est, en fait, c'est une maison qui en France vaudrait 15 millions d'euros, tu vois. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut un petit peu remettre les choses à leur place. Et je pense que toute la journée, regarder des super belles voitures qui valent des millions, des maisons qui valent des millions, des yachts qui valent des millions, des vacances qui valent des millions. Des gens qui consomment énormément, des gens avec les derniers iPhones. C'est ça. En fait, ça vient totalement nuire à ce que vous voulez et ce que vous avez besoin pour être heureux. Et je pense que c'est pour ça que parfois il y a beaucoup de gens où quand on leur demande un peu leur pourquoi, ils savent plus parce qu'en fait leur cerveau est pourri par ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux toute la journée, tout ce qu'on leur a abreuvé de super belles images, et en fait ça vous maintient dans le moule. Pourquoi ? Parce qu'en fait votre cerveau il a un peu le double truc de au moment
où vous regardez sur votre téléphone ces images, parce que en réalité, c'est toujours filmé, la manière dont le téléphone est filmé, enfin le téléphone filme, pardon, c'est comme si vous le regardiez. Donc en fait, ça vous donne à votre cerveau l'impression d'y être. Donc en fait, ça vient donner un shoot d'adrénaline à votre cerveau en mode « Wow, c'est génial, t'as vu ce qu'on fait, etc. » Et au moment où vous fermez le téléphone, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans votre bureau, au taf, c'est tout de suite moins fun. Ouais. Qu'il est 17h10, que c'est pas encore l'heure de rentrer chez vous, que vous êtes éclaté et qu'en fait, ce que vous avez vu sur votre téléphone, en fait, vous pourrez peut-être jamais y aller, enfin en tout cas avec le salaire que vous avez actuellement. Donc en fait, c'est super mauvais. Ça vient vous casser vos cycles d'hormones cérébrales qui sont super importants, notamment pardon, je suis pas des neurologue, pardon, ouais. Mais je veux dire, tout ce qui est sérotonine, dopamine, c'est super important encore une fois, quand on parle de pourquoi, d'objectifs, d'avancer, de se récompenser. Si vous les détruisez totalement avec les réseaux sociaux, vous pourrez pas avancer. Voilà, c'est le petit warning. Mais vraiment, pensez-y parce que je pense que tout le monde passe du temps dessus. Il faut vivre dans la vraie vie. Exactement. Exactement, et en fait c'est dans la vraie vie que vous verrez ce que vous voudrez. Par exemple, on va pas se mentir, mais je pense que, encore une fois, quand on dit que l'argent n'est pas une fin en soi, ce que vous voulez c'est avoir une belle maison, pas loin de vos amis, pas loin de vos familles, d'être heureux, bah forcément ça ressemble pas à une maison à 500 000 $ à Medellin. Mais pourtant vous pourrez avoir une super maison, une très belle vie, être très heureux. Mais je pense que le fait de voir ça vient un petit peu casser les réalités que vous pouvez vous projeter dans votre vie actuelle. Très bon conseil. Vraiment. Avec plaisir. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense que... On est sur le moment de la fin. Ouais, je pense qu'on est sur la fin. On vous remercie. Ouais, bah écoutez, un grand merci à nous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas vraiment à fixer vos objectifs et à les mener dans le temps. Et prendre du temps pour les mener. Honnêtement, moi j'ai mis vraiment j'ai travaillé sur mes objectifs pendant plusieurs semaines et après, en fait, vous le faites pas une fois puis vous y allez plus du tout, vous continuez quoi qu'il arrive dans le temps, plus vous avancez, plus vous atteignez un objectif, vous en fixez un nouveau, à faire évoluer les anciens. Mais moi je sais que j'ai toujours sur mon ordinateur une fiche avec un ensemble de lieux ou de choses que j'ai envie de faire dans ma vie, etc. Et je pense qu'une fois par an, je les regarde. S'il y en a peut-être qui ont été réalisés, je les barre. S'il y en a peut-être des nouvelles qui me sont venues, je les renote, etc. Et en fait, en tout cas, moi je le vois vraiment comme quelque chose de positif, en tout cas pour moi, qui me permet de continuer à avancer et de rester motivé, et que vraiment dans les moments où ça va pas, parce que vous aurez toujours des moments où ça va pas, ça vous permet de rebondir. Donc n'hésitez pas toujours à vous abonner. Je sais qu'on le demande souvent, mais vraiment c'est la clé pour que vous soyez informés des épisodes, à nous suivre sur Instagram, parce que c'est là qu'on communique. Ouais, j'ai été super nulle là sur Instagram au début d'année, mais on a été très nuls, mais bon, on le sait, ça va revenir à la normale déjà. On a pris un shoot. On arrive à sortir des épisodes. De toute façon, c'est notre priorité. Instagram, c'est secondaire. Éventuellement, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à 3 à 4 personnes autour de vous qui pourraient être intéressées et qui pourraient apprécier ce qu'on fait. Ça nous aide à progresser et plus tard à recevoir des invités avec des parcours le plus inspirants possible. Yes. Et on vous souhaite surtout une très bonne journée, une très bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Ciao.